Review Demon Slayer saison 3 épisode 1, c'est maintenant, alors ne bougez pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodway Senpai et depuis quelques temps je suis votre guide analyse sur pas mal d'animés et mangas et aujourd'hui on va parler des mystères de cet épisode 1 de cette saison 3 de Kimetsu no Yaiba tout au long de cette review. On a eu durant cet épisode de très jolies scènes avec l'après-combat face à la 6ème lune supérieure, avec les retrouvailles de Mitsuri, Tanjiro et Nezuko, les mystères très intrigants avec notamment le rêve de Tanjiro, la chose que recherche Kibutsushi Muzan, l'arme secrète qui rend plus fort selon Mitsuri et l'homme mystérieux qu'on voit dans le rêve de Tanjiro et que l'on semble apercevoir à la toute fin. Bien sûr, il y a plein d'autres choses, mais je vais pas tout dire ici, nous traiterons de tout ça au cours de cette vidéo. D'ailleurs, avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si le contenu vous plaît. Donc, comme je disais juste avant, on retrouve nos amis juste après leur victoire face à la 6ème lune supérieure. C'est d'ailleurs un furtif qui va tomber sur les jeunes pourfendeurs qui sont tous, mis à part le pilier du son Tengen, et ses femmes inconscients. Pendant ce temps-là, le chef des piliers Kagaya a appris la nouvelle et nous apprend qu'il a fallu attendre 100 ans pour que les choses changent. Il voit clairement cette victoire comme un signe qui va leur permettre d'enfin se confronter à leur ennemi, Kibutsushi Muzan. Par contre, concernant Kagaya, le chef des piliers, je sais pas si vous êtes d'accord, mais derrière ses allures d'homme modèle hyper calme et gentil, il semble quand même pourchasser Muzan non pas pour sauver le monde de ses démons, mais plutôt pour accomplir une certaine vengeance personnelle contre quelque chose qu'il a fait à son clan. D'ailleurs, depuis le début, on nous a jamais expliqué qu'est-ce qu'a fait Muzan au clan du chef des piliers pour provoquer une telle volonté de se venger. Je dis ça au pif, mais peut-être que cela a un rapport avec la maladie qu'a Kagaya, qui semble d'ailleurs s'aggraver à chaque fois qu'on le voit. Malheureusement, nous ne savons encore rien sujet, ce qui fait qu'on peut classer cette réflexion dans les mystères qu'il nous faut encore élucider. À la suite de ça, on se retrouve avec le démon Akaza, la 3ème lune supérieure, qui comprend qu'il est convoqué par Muzan de par l'illusion dans laquelle il se trouve. En plus, je sais pas vous, mais personnellement, j'adore les moments de convocation dans cette ambiance et surtout dans ce décor de labyrinthe un peu. Il me paraît évident de dire que cette scène fait clairement partie des meilleurs moments de l'épisode, et surtout si on met ça sur le plan de la beauté de l'épisode, franchement visuellement on a été servi, et cette scène, encore une fois, est magnifique visuellement parlant. Akaza nomme ce lieu la forteresse infinie paradimensionnelle et comprend que s'il a été appelé ici, c'est qu'une lune supérieure a été tuée. En ayant compris cela, on voit très bien qu'Akaza semble être surpris, j'ai même l'impression de voir aussi de la peur s'ajouter à cela. Après ça, Akaza se jette dans le vide et on a le droit d'assister encore une fois à une scène juste incroyable visuellement jusqu'à ce qu'il arrive à destination. Une fois arrivé, Akaza remarque qu'il y a un vase posé par terre où l'on va voir sortir la 5ème lune supérieure du nom de Gyoko et qui nous apprend qu'il s'était pas vu lui et Akaza depuis plus de 90 ans. Pendant leur discussion, on voit qu'ils n'ont pas du tout l'air de s'aimer, ce qui est intéressant à voir et à savoir pour un peu se donner une idée de comment ça va se passer chez les lunes supérieures au niveau relationnel. À la suite de ça et caché dans l'ombre, Akaza remarque la 4ème lune supérieure du nom de Hatengu qui nous apprend que la dernière fois qu'ils ont été convoqués, c'était il y a très exactement 113 ans. Une info qui fait obligatoirement place à un nouveau mystère qui nous force à se poser la question sur ce qui s'est passé il y a 113 ans pour que les lunes supérieures soient convoquées. Un mystère qui selon moi semble important étant donné que les lunes sont convoquées seulement pour être informées d'événements importants. Donc voilà, la nouvelle question est qu'est-ce qui s'est passé il y a 113 ans pour avoir tous été convoqués par Kibutsushi Muzan en personne. Donc à ce moment-là, on imagine tous qu'à cette époque, une lune supérieure a été éliminée, on verra bien si j'ai raison avec la suite. Après Hatengu, c'est à la 2ème lune d'entrée en scène, du nom de Doma, qu'on a déjà vu au cours de la saison 2. Et donc la 2ème lune supérieure qui semble être la plus manipulatrice de toutes, il suffit de voir comment il arrive à énerver Akaza durant leur discussion, seulement en ayant posé sa main sur son épaule. D'ailleurs, le fait qu'Akaza frappe Doma nous montre qu'il n'a pas du tout peur de lui, alors qu'il est quand même censé être plus faible, du moins cela nous force à nous poser une question qui est est-ce que Akaza se sent capable d'éliminer la 2ème lune? Mais bon, on remarque très vite que la réponse à cette question est non, parce que Doma est tellement sûr de lui qu'il continue la provoque envers Akaza en lui disant qu'en recevant son coup de poing, il a senti qu'il est devenu légèrement plus fort qu'avant, ce qui énerve Akaza encore plus, car en fait il insinue qu'il est presque toujours aussi faible qu'avant. Subitement, tous les esprits échauffés jusque-là se calment très vite lorsque la dame Obiwa leur apprend qu'elle a fait venir la 1ère lune avant toutes les autres. Avec la scène qui suit, on remarque encore un peu plus à quel point Akaza porte un intérêt particulier pour la 1ère lune. Je dis ça parce que lorsqu'il apprend que la 1ère lune est là depuis le début, il est assez surpris, et lorsqu'il est arrivé en ces lieux, souvenez-vous, sa première question était, je cite, « Je ne vois pas la 1ère lune, est-ce que c'est elle qui a été éliminée ?» sans s'intéresser une seule seconde à la 2ème lune. Après ça, c'est donc durant cet épisode que nous allons connaître pour la première fois le nom de la 1ère lune supérieure qui est Kokushibo. C'est seulement ensuite que leur maître intervient en les informant directement que Gyutaro est mort, au regret de Doma qui lui avait présenté, et ce qui confirme le fait qu'il avait une certaine emprise sur la 6ème lune supérieure. Muzan nous fait savoir qu'il savait que Gyutaro perdrait son combat, selon lui la défaite est due à sa sœur
qui était, faut le dire, un véritable fardeau. Pour Muzan, si Gyutaro avait combattu dès le début sans laisser sa sœur Daki prendre part au combat, il aurait gagné assez facilement. Mais ce qu'il aurait dû faire selon lui par-dessus tout, c'est partir après avoir empoisonné ses ennemis. Après la défaite de Gyutaro, Muzan leur dit qu'il n'attend vraiment plus rien d'eux, et tellement l'ambiance était glauque et tellement il avait l'air en fait énervé mais assez calme en même temps, je me demandais s'il allait pas les éliminer un par un. Lors de cette séquence, on remarque à quel point les lunes supérieures ont des passes droits par rapport aux lunes inférieures qu'on a pu voir dans les saisons précédentes. Je dis ça parce qu'on a tous vu Doma répondre à Muzan sur le fait qu'il n'avait plus besoin d'eux, ce qui aurait pu énerver Muzan en temps normal. En plus de répondre à Muzan, Doma va même ajouter en posant directement la question à son maître si lui, en tant que deuxième lune supérieure, l'avait déjà déçu jusqu'à aujourd'hui. Ce qui m'étonne, c'est que Doma a une réelle assurance et à aucun moment il hésite ou montre de la peur comparé aux lunes supérieures inférieures à lui ici présentes. En réponse aux questions de Doma, Muzan va lui dire que la famille Ubuyashiki est toujours en vie et va leur demander si leur recherche pour trouver des amaryllis bleus avance. Donc en répondant aux questions de Doma tout en posant ces questions, il est évident que Muzan sait que ses lunes supérieures n'ont pas trouvé d'informations sur ce qu'il demandait, ce qui fait que Doma a eu tort de lui poser la question, ce qui aurait pu finalement causer sa mort. Et c'est donc là qu'on en revient au passe-droit des lunes supérieures. Comme vous l'avez vu, Doma a posé une question qui était fausse à Muzan, ce qui a fait que Muzan a dû le répondre, a dû se fatiguer à lui répondre, ce qui aurait pu être une raison de l'éliminer. Mais bon, en tant que deuxième lune supérieure, j'imagine qu'il a, comme je le disais, un passe-droit. En plus du fait que nous ne savons pas ce que sont les amaryllis bleus, on voit que leur seule évocation semble frustrer le démon Akaza. Et le fait que ces lunes supérieures n'aient trouvé aucune info à ce sujet depuis des siècles met dans une colère noire Muzan. D'ailleurs, on a même l'impression que c'est principalement à cause de ça que Muzan ne voit plus l'intérêt de s'encombrer de lunes supérieures. Pour lui, si elles ne sont pas capables d'accomplir ses missions et surtout de trouver ses amaryllis bleus, il ne voit pas l'intérêt de leur existence. Kibutsushi Muzan est dans une telle colère qu'à ce moment-là, on s'attendait absolument tous à ce qu'il élimine les lunes supérieures, ou du moins les plus faibles d'entre elles. D'ailleurs, je pense très franchement qu'il s'apprêtait à toutes les éliminer jusqu'à ce que la 5e lune supérieure affirme à son maître qu'il détient une information clé qui le mènera un peu plus près de son but. Une information qu'il a d'ailleurs obtenue juste avant qu'il soit convoqué en ces lieux. Mais bizarrement, Muzan ne semble pas heureux d'apprendre qu'un de ses subordonnés possède une information capitale pour lui. En fait, c'est pas du tout bizarre, c'est même plutôt normal qu'il soit pas heureux ou content étant donné qu'il est déjà écœuré d'apprendre qu'aujourd'hui, pour la première fois en 113 ans, une lune supérieure a été éliminée par ses plus grands ennemis et qu'en plus, il se pose des questions sur l'utilité de ses plus puissants subordonnés. En plus de tout ça, c'est très compliqué de se réjouir de cette information, sachant que ce n'est qu'une information et non pas une preuve concrète. De plus, il ne l'a même pas vérifié selon Muzan. Cela étant dit, cela semble quand même intriguer le chef des démons qui va menacer assez gentiment ses lunes supérieures en les conseillant dorénavant d'agir comme si leur vie en dépendait. Kibutsushi va ensuite charger Gyoko de vérifier la véracité de son information et va lui demander de se rendre sur place avec la 4e lune supérieure à Tengu. C'est assez surprenant de voir que Kibutsushi Muzan envoie 2 lunes supérieures pour accomplir une mission, ce qui montre en fait l'importance qu'il accorde à ce but qu'il veut atteindre et dont il pourra s'approcher un peu plus grâce à l'information de Gyoko, du moins si elle s'avère être utile et vraie. A mon avis, il est clair que cette information dont parle Gyoko est vraie et que l'arc du village des forgerons va tourner autour de cette info ou carrément autour de l'objet que veut récupérer Muzan. Et en plus de ça, cette scène nous explique pourquoi 2 piliers sont présents du coup dans cet arc. Le fait que 2 lunes supérieures aient été assignées pour accomplir cette mission nécessite logiquement la présence de 2 piliers, plus à mon avis 2 personnages en pleine évolution comme Tanjiro et un autre qu'on verra au cours de la review. Après que Muzan ait donné ses ordres à ses lunes, il se retire et Doma en profite pour interroger Gyoko sur l'information qu'il détient en ajoutant qu'il aimerait bien se joindre à eux. Ce qui rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il est maintenant évident que Doma possède quelques passe-droits comparés aux autres lunes, car là en disant clairement à Gyoko qu'il veut se joindre à eux, il désobéit à un ordre ou plutôt il modifie l'ordre de Muzan qui avait seulement assigné Gyoko et à Tengu pour accomplir la dite mission. Cette initiative de la part de Doma va énerver Akaza qui va une nouvelle fois attaquer le numéro 2 en lui disant que Muzan lui avait absolument rien demandé. Suite à cet acte, Akaza va lui aussi être attaqué par la première lune qui va lui dire qu'il dépasse les bornes, non pas pour protéger Doma, mais plutôt parce qu'il craint que troubler l'ordre de cette manière finisse par créer une brèche dans leur hiérarchie. Kokushibo rappelle à Akaza et nous apprend par la même occasion que si une lune le déplaît, il peut réclamer un duel de sang afin de la remplacer. Une information que je connaissais pas et qu'on nous avait pas donnée dans les saisons précédentes si je me trompe pas. En sachant ça, la première chose que je me suis dit c'est est-ce qu'il y a déjà eu ce genre de duel entre d'autres lunes et est-ce que ça pourrait arriver dans la suite. Ensuite, Doma va défendre Akaza auprès de la première lune tout en le provoquant en disant de lui que même s'il réclamait un duel de sang, il serait incapable de le gagner étant donné qu'il est plus faible que lui. De plus, le fait que Doma est un plus jeune
jeune démon qu'Akaza le rend d'autant plus jaloux parce que ça veut dire que Doma s'est élevé plus rapidement. Doma ajoute que lorsqu'Akaza le frappait, il faisait exprès de ne pas éviter pour d'abord rire un peu, pour forger les liens aussi, mais c'est surtout parce que pour lui, les supérieurs doivent se montrer indulgents au lieu de pinailler. Évidemment, on a absolument tous capté comment Doma sur chaque parole cherchait à énerver Akaza, ce qui a fonctionné au point que la première lune, encore une fois, rappelle à Akaza s'il avait bien compris ce qu'il lui avait dit précédemment. En début de vidéo, je vous ai parlé de la relation entre Akaza et Kokushibo, et plus précisément sur l'intérêt particulier qu'avait Akaza à l'égard de son supérieur. Pour ajouter quelques arguments à cette théorie, on va dire, durant cette scène, j'ai eu l'impression qu'à chaque fois que Kokushibo s'adressait à Akaza, il avait une certaine emprise sur lui qui lui glaçait le sang, ou du moins qui l'obligeait à contracter tous ses muscles. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez remarqué ça comme moi. C'est ensuite qu'on comprend qu'Akaza veut en fait surpasser la première lune lorsqu'il lui jure qu'un jour il le tuera. Ce à quoi très calmement Kokushibo va lui répondre que c'est une très bonne raison pour lui de s'entraîner avant de disparaître sous leurs yeux. Si on s'arrête rapidement sur l'attitude de la première lune, on remarque assez facilement qu'il n'a absolument aucune ressemblance en termes de comportement avec ses semblables. Il semble d'abord très fidèle, calme et il est soucieux du respect hiérarchique entre les membres du groupe afin qu'il n'y ait pas de faille chez eux où l'ennemi pourrait s'engouffrer. En somme, même avec le peu de temps où on l'a vu, il a pour moi clairement un comportement d'humain et même j'irai plus loin en disant qu'il a le même comportement, la même droiture qu'un pilier. Ensuite, c'est au tour d'Akaza de partir, puis à Tengu et Gyoko qui vont être téléportés au même endroit. Pour finir, Doma va disparaître et s'agacer de ne pas avoir été envoyé auprès de la 4e et 5e lune supérieure. Malgré son franc-parler, Doma reste encore un personnage très mystérieux. Derrière son envie constante de s'amuser, on remarque le fameux vice des démons qu'il utilise même contre ses semblables. Il est très difficile de cerner ce genre de personnage et on sent qu'il cache pas mal de choses en plus du fait qu'il possède certains passe-droits avec Muzan par rapport aux autres lunes supérieures, comme par exemple le fait qu'il est le seul connu jusqu'ici à avoir présenté une personne à Muzan, qu'il est transformé en démon et qui est devenu qui plus est la 6e lune supérieure. En parlant de mystère, on apprend lorsqu'il est renvoyé chez lui qu'il est très certainement le chef d'une secte où des adeptes viennent lui demander conseil ou quelque chose dans le genre. À la suite de tout ça, on arrive à un instant de l'épisode dont je n'ai encore pas tout compris et qui est un des plus gros mystères de cet épisode, si ce n'est de l'anime tout entier. On se retrouve donc maintenant avec deux personnages, l'un où il semble que ce soit un Tanjiro plus âgé avec sa veste à carreaux, sa coupe de cheveux et sa ressemblance avec le Tanjiro qu'on connaît, et ensuite on a un autre personnage qu'on a déjà vu lorsque les cellules de Muzan à l'intérieur du démon Daki, donc la sœur de la 6e lune supérieure, avaient réagi à la transformation de Tanjiro avec notamment sa cicatrice qui avait grandi, souvenez-vous. À ce moment-là, le visage de cette personne nous avait été caché et il semblait s'adresser à un Muzan battu par cet homme qui se tient aujourd'hui devant nous. Donc l'homme mystérieux et ce qui me semble être Tanjiro discutent, on apprend que l'homme au sabre s'apprête à partir, lors de la discussion on apprend que cet homme a sauvé le Tanjiro qui se tient à côté de lui et il semble vouloir rester un parfait inconnu aux yeux des enfants de celui qui l'a sauvé. Lors de la discussion on découvre que cet homme a fait part à Tanjiro du futur, qu'il était embêté qu'il n'avait pas de successeur et on a l'impression que Tanjiro voulait proposer un de ses futurs enfants comme successeur. L'homme mystérieux va lui répondre en lui disant de ne pas se préoccuper de ça et va appeler celui que je pensais être Tanjiro plus grand, Sumiyoshi. Donc à mon avis cela prouve que cet homme n'est pas du tout Tanjiro plus grand, c'est tout simplement une autre personne, peut-être le père de Tanjiro vu la ressemblance, ou alors le grand-père si on se réfère aux dates que les démons nous ont données précédemment sur la dernière lune qui a été éliminée il y a donc 113 ans exactement. C'est normal si ce que je dis n'est pas très clair, hein, ne vous inquiétez pas. En gros pour moi en réfléchissant je me dis que peut-être la personne qui a éliminé une lune supérieure il y a 113 ans c'était cet homme à la cicatrice qui se tient devant nous. Ce qui veut dire que peut-être la scène à laquelle on assiste en ce moment se passe 113 ans en arrière avec très certainement ou carrément le grand-père de Tanjiro, voire le père du nom donc de Sumiyoshi et qui a été sauvé par l'homme à la cicatrice d'une lune supérieure envoyée par Muzan afin d'éliminer le clan Kamado qu'on sait très spécial depuis la révélation de leur pouvoir secret en saison 2. Donc cela voudrait dire que cette personne qui ressemble énormément à Tanjiro ne serait pas Tanjiro, appuyé aussi par le fait qu'il n'a pas de cicatrice sur la gauche de son front. Mais bon, tout cela reste encore assez mystérieux car si ce que je dis est vrai, alors comment Tanjiro est parvenu à voir cette scène, ou alors peut-être qu'il y a un rapport avec les souvenirs des cellules comme Muzan a pu nous le montrer en saison 2 qui a transmis donc comme je le disais tout à l'heure ses souvenirs le concernant à Daki sans le vouloir à travers le sang qu'il lui avait donné. Et peut-être donc que c'est le même genre de délire pour Tanjiro, ou peut-être que je me trompe totalement et que juste c'était Tanjiro plus grand, mais bon ça me paraît un peu trop simple et je préfère quand même ma théorie. Bref, ensuite cet homme mystérieux s'adresse à Sumiyoshi pour lui dire que ceux qui ont parfait leur art finissent toujours au même endroit. Il lui dit que les époques changent tout comme le chemin pour y arriver, mais c'est inéluctable. Ensuite il va faire comprendre à Sumiyoshi qui voit l'homme se tenant devant lui comme un héros qu'il a sauvé lui et sa famille, va lui dire qu'en aucun cas il est une personne spéciale. Il nous révèle qu'il n'a pas su protéger ceux qui lui étaient chers et a failli dans toutes les tâches qui l'incombaient. Il finit son discours en disant qu'il n'a pas le moindre mérite. À la suite de ça on comprend que toute cette scène
n'était qu'un rêve, mais un rêve qui était étrangement réel. Bien évidemment, il est clair que ce n'était pas un simple rêve et que cette mystérieuse scène sera très vite éclaircie avec les épisodes ou saisons suivantes. Juste pour revenir un instant sur cet homme qui représente pour l'instant un des plus gros mystères de cette œuvre, vous avez tous vu qu'il avait lui aussi cette fameuse cicatrice sur le visage, et c'est à quelque chose près la même qui s'était développée sur le visage de Tanjiro lors de son combat contre les démons Daki et Gyutaro. Ensuite, j'imagine que vous avez tous remarqué ces boucles d'oreilles. La première question que je me pose, c'est est-ce que c'est lui qui les a transmis au père de Tanjiro ou au grand-père de Tanjiro pour qu'au final ce soit Tanjiro qui les porte, ou alors est-ce que ce sont tous les membres de leur clan qui sont censés avoir ce genre de boucles d'oreilles? Il y a vraiment beaucoup de questions autour de ce personnage et c'est parce que j'ai vraiment pas envie que cette vidéo dure des plombes que je vous dis pas toutes les questions que j'ai en tête. Bref, Tanjiro se réveille très peiné de l'estime qu'a ce mystérieux homme pour lui, mais je remarque que Tanjiro, tout en se réveillant, tout en sortant de son rêve, lui répond comme si c'était lui, Sumiyoshi, ce qui fausserait mes théories si cela s'avère être vrai. Mais bon, on verra bien. Je tiens quand même à vous dire que même Tanjiro, une fois réveillé, se pose la question si c'était bel et bien un rêve. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais le titre de cette première partie se nomme « Le rêve d'un étranger », ce qui souligne la véracité de mes théories et ce qui veut donc dire que je suis peut-être sur la bonne voie. Une fois que Tsuyuri a remarqué que Tanjiro s'était réveillé, on retrouve le furtif Goto qui nous raconte un peu sa vie et qui amène à manger à Tanjiro en pensant encore qu'il est dans le coma. Donc cette bouffe qu'il lui apporte, c'est un gâteau de luxe et vu que Tanjiro a un odorat surdéveloppé, il pense que ça pourrait l'aider à se réveiller. En arrivant dans la chambre, Goto s'énerve en apprenant que Tanjiro est réveillé car Tsuyuri l'a vu mais ne l'a pas dit vu qu'elle parle pas trop. Après l'intervention de Goto, tout le monde apprend la sortie de coma de Tanjiro, un coma qui avait duré donc 2 mois. Donc voilà, Kiyo, Sumi, Nao, Aoi ainsi que Inosuke vont se rendre au chevet de Tanjiro et ce sera un peu le moment des retrouvailles. À ce moment-là, Tanjiro va demander des nouvelles de ses camarades, on va lui dire que Zenitsu est déjà parti en mission avant-hier et il s'est même réveillé le lendemain de leur arrivée ici. Ensuite, on lui dit que le pilier du son pouvait encore marcher après leur combat avec l'aide de ses femmes, ce qui a choqué la plupart des furtifs présents sur les lieux. En ce qui concerne Inosuke, il était aux portes de la mort dans un état extrêmement grave à cause du poison qui l'empêchait d'arrêter l'hémorragie. Ensuite, Tanjiro se rendort et une semaine plus tard, il était déjà entièrement rétabli. Pendant ce temps-là, Inosuke est reparti en mission. Il est temps pour Tanjiro de reprendre l'entraînement et lors de ses exercices de souplesse, il demande si son katana était arrivé vu que pendant son combat, la lame s'était ébréchée. Cette question semble mettre mal à l'aise Kiyo et Nao qui vont lui dire qu'à ce propos, Aganezuka a envoyé une lettre. Une lettre que Tanjiro va lire et qui dit avec le caractère de ce forgeron un peu spécial qu'il n'a pas de katana pour lui, ce qui pose problème. Donc cette lettre, il l'a reçue il y a maintenant 2 mois et ils n'ont toujours pas reçu de sabre. Étant donné qu'ils n'ont pas de nouvelles du forgeron, Nao, Sumi et Kiyo lui proposent d'aller directement au village des forgerons pour parler à Aganezuka. Après avoir fait sa demande au chef des pourfendeurs, une demande qu'il a d'ailleurs acceptée, une furtive a été assignée à Tanjiro pour l'y amener. Une furtive qui ne sera pas autorisée à dévoiler son nom à Tanjiro et qui va lui bander les yeux, boucher les oreilles et le nez. Elle lui dit aussi que le trajet il le fera sur son dos, des procédures que l'on comprend vu que le village est dissimulé volontairement. Tout cela dû au fait que le village des forgerons de Sabre du Soleil est logiquement un endroit inestimable pour les pourfendeurs. C'est un enjeu clairement majeur d'empêcher les démons de le découvrir, il est donc normal que personne ne sait où il se situe. Cela veut donc logiquement dire que même la furtive qui doit l'emmener à ce village ne sait pas où il se trouve. Et en fait, cette furtive, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va remettre Tanjiro à un autre furtif à un point donné, puis d'autres échanges similaires à celui-là seront faits tout au long du chemin, avec des furtifs eux-mêmes guidés par des corbeaux de point de relais en point de relais. Dans cette séquence, on nous apprend que la maison du chef des pourfendeurs est encore plus difficile d'accès que le village des forgerons. Tanjiro arrive finalement aux portes du village et on remarque qu'en plus de toutes les procédures faites jusque-là pour protéger le village, ce même village dispose d'une protection naturelle car étant entouré par des falaises et recouvert par une forêt. Entre deux scènes, on nous montre aussi la présence dans le village du pilier de l'amour Mitsuri Kanroji. Après avoir suivi les indications de la furtive concernant la maison du chef du village des forgerons, Tanjiro se retrouve en face de celui-ci du nom de Tekshin Kawahara, Tekshin. Le chef du village informe Tanjiro que concernant Otaru, donc son forgeron, personne ne sait où il est passé et il lui demande de patienter donc en attendant de le retrouver. D'ailleurs, durant cette discussion, on apprend que le forgeron de Tanjiro a reçu son nom du chef du village et non pas de ses parents. On apprend aussi qu'Otaru, lorsqu'il s'énerve, a tendance à s'exiler, ce qu'il a sans doute dû faire à partir du moment où il a appris que Tanjiro avait une nouvelle fois abîmé son katana, en tout cas c'est ce qu'affirme le jeune pourfendeur. Cependant, il va vite se faire contredire par le chef du village car selon lui, c'est en aucun cas de la faute de Tanjiro si son forgeron forge une lame qui se brise. Pour lui, c'est au forgeron de faire une lame qui ne se brise pas, donc c'est entièrement de la faute de Otaru si la lame de Tanjiro
Tanjiro s'abîme et se brise. Cette précision de la part de ce petit homme confirme un peu ce que je pensais sur le caractère du forgeron de Tanjiro. Évidemment, aujourd'hui on comprend bien que le peu de fois où on a vu Hotaru énervé contre Tanjiro d'avoir abîmé ou cassé sa lame, c'était pas contre Tanjiro. Ce qui l'énervait par-dessus tout, c'était d'avoir conçu une lame qui s'ébrèche à mon avis, et vu le ton qu'a pris le chef des forgerons, c'est mal vu pour un forgeron où c'est considéré comme un manque de savoir-faire que de concevoir une lame qui s'ébrèche ou qui se brise. Pour moi, c'est plus parce qu'il se sent incompétent qu'il s'énerve, et c'est cette colère qu'il déverse en fait sur Tanjiro à chacune de ses interventions. Pour en finir sur ce point, les hommes présents dans cette salle promettent de vite capturer Hotaru. Pour finir, le chef du village, sachant que Tanjiro n'est pas totalement remis de ses blessures pour partir en mission, propose à celui-ci de profiter des sources chaudes. En attendant, ils affecteront un autre forgeron pour la lame de Tanjiro, le temps que Hotaru ne forge plus. Avant de complètement tourner la page de cette séquence, comme vous l'avez remarqué, presque toutes les personnes de ce village, ou du moins tous ceux qui pour sûr sont des forgerons, portent un masque. Aujourd'hui, après avoir vu toutes les procédures pour garder le secret sur l'emplacement de ce village et la population qui y habite, je pense pouvoir affirmer à 100% que ces masques participent aussi à préserver le secret autour de ce village, en cachant bien évidemment le visage des forgerons, qui encore plus que le village sont d'une importance capitale pour les pourfendeurs de démons. Arrivé aux sources chaudes, Tanjiro est accueilli par Mitsuri qui lui souhaite en quelque sorte la bienvenue. Ensuite, il est temps pour notre jeune pourfendeur de profiter des bains jusqu'à ce qu'il reçoive une dent sur la tête et se rend compte qu'une autre personne profite des sources. Et il s'agit en fait d'une personne qu'on n'a pas vue depuis l'examen des pourfendeurs, Shinazugawa Genya. Shinazugawa qui possède donc le même nom que le pilier du vent et qui semble avoir un caractère bien pire que celui d'Inosuke. Lors du dîner avec Mitsuri, Tanjiro se demandait justement, étant donné que Genya possède donc le même nom que le pilier du vent, s'ils étaient frères, ce à quoi Mitsuri répond que le pilier disait pourtant qu'il n'avait pas de famille. À moins que peut-être ils ne s'entendent pas, ce qui ajoute une petite dose de mystère à élucider. Sur la route pour apporter à manger à Genya, on a une question intéressante de Tanjiro pour Mitsuri, il va lui demander pourquoi elle a décidé de rejoindre les pourfendeurs. Une réponse qu'elle va hésiter à lui donner, jusqu'à lui avouer que c'est pour en fait trouver un mari. Et justifie cette raison en disant qu'il est normal pour elle de vouloir trouver quelqu'un de plus fort qu'elle, donc un protecteur, ce qui clairement choque Tanjiro. En plus, elle explique qu'elle est devenue un pilier justement parce que les plus forts ce sont eux, et elle a donc dû s'entraîner durement pour pouvoir se tenir à leur côté. À mon avis, c'est peut-être vrai, mais je pense qu'elle nous a pas tout dit sur ses réelles motivations, et je pense qu'elle a bel et bien une histoire à raconter qui expliquera le pourquoi du comment. Arrivé à destination, il voit que Genya n'est pas là, et au même moment, ils sont interrompus par une furtive qui prévient Mitsuri que son katana est prêt et qu'elle est attendue à l'atelier pour les derniers ajustements. Avant de partir, le pilier de l'amour va se montrer très chaleureuse et bienveillante envers Tanjiro et lui dit en lui faisant limite ses adieux, car c'est vrai à tout moment ils peuvent mourir lors d'une mission, qu'il faut qu'ils fassent de leur mieux pour rester en vie. Elle ajoute qu'il a survécu face à une lune supérieure, ce qui l'a grandement façonné. Elle lui dit que les épreuves dont il a triomphé ont une valeur inestimable et que cela équivaut à 5 voire 10 ans d'entraînement. Aujourd'hui, il est clair que Tanjiro est plus fort qu'avant et de très loin, ce qu'elle admire, respecte et soutient pas seulement pour l'évolution de Tanjiro mais aussi celle de Nezuko. Une gentillesse que Tanjiro va remercier tout en restant conscient des progrès qui lui restent à faire, surtout que sans le pilier du son, Uzui, il n'aurait jamais remporté ce combat. Mais il lui affirme qu'il va continuer à s'entraîner pour vaincre leur ennemi Kibutsushi Muzan, ce qui va la surprendre aussi, tout comme la furtive derrière. Avant de partir, Mitsuri va demander à Tanjiro s'il compte rester encore au village, ce à quoi il répond oui, ce qui va faire penser au pilier de l'amour de prévenir le jeune pourfendeur qu'ici, dans ce village, il existe une arme secrète pour s'améliorer. À mon avis, dans le prochain épisode, l'objectif de Tanjiro sera de mettre la main sur cette arme qui rend plus fort, et d'ailleurs je me demande quel genre d'arme permet de s'améliorer. En temps normal, une arme peut rendre plus fort parce qu'elle est plus efficace, plus facile à manier, ou si elle détient un pouvoir en particulier, mais une arme qui permet de s'améliorer soit directement, donc qui va permettre d'améliorer ses techniques, son souffle, etc., ça me paraît quand même assez bizarre. À moins que ce soit dans le même délire qu'en saison 1 lorsqu'il devait se battre contre les pourfendeurs fantômes et qu'au final il finit par trancher un rocher, ce qui l'a permis donc de considérablement s'améliorer, là peut-être que je pourrais comprendre, mais sinon non, donc j'attends avec un peu d'impatience de savoir quelle est cette mystérieuse arme. En réfléchissant, je me dis que peut-être cette arme est aussi l'arme que recherche Kibutsushi Muzan et que en la cherchant, Tanjiro risque de faire de très mauvaises rencontres. Après avoir déjeuné, Tanjiro accompagné de Nezuko part à la recherche de cette mystérieuse arme secrète et sur le chemin, même lui se demande quel genre d'arme ça pourrait être. Par contre, il n'a pas eu d'indication, ne serait-ce qu'un indice sur l'emplacement de l'arme, ce qui va rendre les recherches quand même assez difficiles. Pour moi, le seul moyen dont dispose Tanjiro pour trouver cette arme secrète, c'est son odorat. Mais malheureusement pour lui, son odorat est troublé par l'odeur des sources chaudes. Ensuite, sur sa route, Tanjiro entend des voix, et il aperçoit de loin le pilier de la brume, Tokito Mushiro, en pleine discussion avec un enfant du village des forgerons, qui est déjà peut-être un forgeron, étant donné que lui aussi porte un masque. Donc la première question qu'on se pose, c'est pour quelle raison le pilier de la brume se trouve ici, sachant qu'en ces lieux, il y avait déjà un autre pilier. Et pendant
Pendant que le pilier et l'enfant discutent, Tanjiro remarque la silhouette d'une personne derrière l'enfant, une silhouette que nous avons vue à plusieurs reprises durant cet épisode, celle du mystérieux homme présent dans le rêve de Tanjiro. Bien évidemment, Tanjiro a lui aussi reconnu cette silhouette, ce qui le surprend totalement. Juste avant de vous dire ce que je pense de cette scène, je voudrais juste qu'on se concentre rapidement sur la discussion entre le pilier et le petit garçon. On est d'accord qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais il semblerait que Muichiro voudrait récupérer une clé détenue par ce jeune garçon et dont il refuse de lui donner en prétendant que ce sont ses ancêtres qui l'ont créé et que par conséquent il y tient. Comme vous l'avez très bien vu, le pilier semble insister et au tout début de leur discussion, Tokito Muichiro lui dit, je cite, que ça vaut aussi pour lui. Le genre de phrase où juste avant on mettrait donne-moi ça car ça pourrait mettre en danger certaines personnes et ça vaut aussi pour toi. Donc si mon analyse est bonne, la discussion entre le pilier de la brume et l'enfant fait partie de la mission de Muichiro qui a sans doute été envoyé pour protéger soit une arme secrète, soit quelque chose qui serait caché dans ce village, comme par exemple ce que recherche Kibutsushi Muzan. Peut-être que cette arme ou artefact nécessite pour l'obtenir l'obtention d'une clé que détient cet enfant, ce qui expliquerait pourquoi Muichiro demande à cet enfant de lui remettre une clé, en insistant, tout en affirmant que ce qu'il fait est dans son intérêt. Maintenant que ça c'est dit, passons à la mystérieuse silhouette derrière l'enfant et que Tanjiro a aussi vu dans son rêve. Pour moi, si on regarde bien, on remarque que cette silhouette n'est pas totalement pareille que l'homme mystérieux présent dans le rêve du jeune pourfendeur, car on y voit des équipements en plus sur sa tenue au niveau des épaules jusqu'aux avant-bras. Ce qui est flagrant, c'est qu'au niveau de la peau de cette silhouette, on remarque qu'elle est anormalement blanche par rapport aux autres personnages, ce qui met un gros doute sur le fait que ce soit bel et bien un homme. Pour moi, ce que Tanjiro a vu est en fait un mannequin à l'image de l'homme qu'il a vu dans son rêve, ce qui, si ce que je dis s'avère être vrai, est assez surprenant et très inattendu. Pour moi, j'ai raison, c'est un mannequin et les équipements au niveau des bras confirment que c'est même un mannequin d'entraînement. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi ce mannequin est là et pourquoi il est à l'image de cet homme si mystérieux. Peut-être que cela a un rapport avec ce que disait le garçon quand il parlait de ses ancêtres, peut-être que le mannequin a été créé par ses ancêtres étant donné que cet homme n'est pas du tout de cette époque, il a peut-être sauvé ou aidé les forgerons de son époque, ce qui fait qu'ils l'ont considéré comme un être spécial à tel point d'en faire des statues de lui ou des mannequins. Peut-être que ce mannequin est le dernier et qu'il est la fameuse clé pour l'arme secrète ou autre, à voir. En tout cas, l'épisode se termine sur cette dernière scène très mystérieuse et qui nous force à se poser plein de questions en attendant bien évidemment la suite. Un épisode tout bonnement excellent, encore une fois magnifique au niveau du visuel, un épisode rempli de mystères et avec plusieurs enjeux majeurs, notamment avec l'amaryllis bleue que veut récupérer Muzan, l'arme secrète et avec l'info que détient la 5e lune supérieure. Comme je disais juste avant, énormément de mystères avec le rêve de Tanjiro et l'homme qu'on voit dedans qui ressemble à la première lune supérieure et qui ressemble à la silhouette de la dernière scène. Comme mystère, il y a aussi l'arme secrète dont on ne sait pas du tout à quoi elle ressemble et où elle se situe, l'amaryllis bleue qui est un mystère total, la raison de la venue du pilier de la brume dans le village des forgerons et la relation des Shinazugawa. Il y aura encore beaucoup à dire mais on va s'arrêter là. Néanmoins, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait, je compte sur vous. On se dit donc à la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2 de cette saison 3 de Kimetsu no Yaiba, prenez soin de vous, allez, ciao les potes!